Il y a un mois, une actrice hollywoodienne partageait sur Instagram une vidéo dans laquelle on peut voir plusieurs célébrités en confinement chanter la chanson « Imagine » de John Lennon. La publication est accompagnée de l'intitulé suivant, que je traduis. « Nous sommes ensemble dans la même situation, nous allons nous en sortir ensemble. Imaginons ensemble, chantez avec nous. » Sans doute plus par naïveté que par cynisme, l'actrice nous enjoint ainsi à imaginer, c'est le cas de le dire, que la crise pandémique efface toute distinction de classe en faveur d'une sorte d'égalité universelle. Nous serions tous dans le même bateau. C'est une ancienne rhétorique du star system que d'assurer à la plèbe qu'après tout, les vedettes sont comme tout le monde. Ils sont du monde ben ordinaire, menant une vie ben ordinaire. Or, cette fois, le public a réagi. Le message de pseudo-solidarité de l'actrice a réveillé malgré lui une indignation générale, si l'on se fie aux articles à ce sujet sur Internet. Non, nous ne sommes pas dans le même bateau, peut-on lire un peu partout à titre de réponse. De fait, comment le confinement des riches dans leur château peut-il se comparer au confinement des familles monoparentales dans les logements sociaux, ou encore à la situation de ceux qui n'ont simplement pas le luxe de se confiner? L'appel à l'imagination créatrice et unificatrice de la chanson de John Lennon a été détourné en mystification idéologique. Le public maintenant rétorque « Non, vous n'êtes pas comme nous, et vous ne serez jamais comme nous. » Pourquoi cette anecdote est-elle significative? Parce qu'elle met au jour une réalité structurelle qui détermine en creux la dynamique de nos sociétés. Cette réalité correspond à la différence entre les classes sociales, c'est-à-dire entre les grandes catégories de la population qui se distinguent selon leurs revenus, leur métier, leur patrimoine et leurs conditions matérielles. Vous me direz, rien de nouveau, ni rien d'étonnant, on sait qu'il y a des riches et des moins riches dans la société. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. En effet, rien de nouveau. Mais alors, pourquoi s'avère-t-il si important pour les ultra-riches de toujours réitérer qu'ils sont comme nous, qu'ils partagent notre statut de simples gens? Parce qu'ils ont intérêt à décrédibiliser la notion même de classe, à la rendre désuète, afin de normaliser l'état actuel du monde. On ne peut prendre acte de la différence entre les classes si la notion même de classe est d'emblée occultée du discours. On croit dès lors que l'état actuel du monde correspond à l'ordre normal, voire naturel des choses. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre autour de nous des prophéties fatalistes. Oui, il y a des inégalités, mais ça a toujours été comme ça, c'est de même. Or, si vous étiez du côté de la classe hyper favorisée, n'auriez-vous justement pas d'intérêt à faire croire à ceux et celles qui sont écrasés par le système en place que celui-ci n'est pas seulement le meilleur dont on dispose pour le moment, mais qu'il est le seul système possible, voire le seul pensable? Ainsi, ce que la crise pandémique révèle, ou plutôt rappelle, c'est non seulement l'existence de classes sociales, mais surtout la pérennité de la lutte des classes. Qu'est-ce à dire? Que les sociétés ne sont pas statiques, assises sur deux classes sociales figées qui coexistent en harmonie. Non, la lutte des classes désigne l'exploitation des travailleurs par les capitalistes et la résistance des travailleurs face à l'oppression. Mais pourquoi dis-je que la pandémie actualise cette lutte? Il suffit d'écouter le discours des politiques économistes exigeant la relance rapide de l'économie. Levons les consignes de distanciation sociale. Le moteur de l'économie doit carburer à la force de travail de la population. Mais ce faisant, qui ira risquer sa santé dans les transports en commun, dans les bureaux, dans les usines? Les milliardaires et les propriétaires de multinationales? Mais non, pas eux. La distanciation sociale est un luxe que s'autorisent les riches aux dépens des travailleurs. Ce qu'affirme Donald Trump en substance, en disant « il faut réouvrir l'économie », revient essentiellement à dire « votre vie est un sacrifice que je suis prêt à faire ». Comme pour les guerres, ce sont les ministres et les présidents qui les déclarent, mais ce n'est pas eux qui y combattent et y perdent leur vie. Après des décennies de propagande pro-capitaliste et anti-communiste, certains citoyens américains en viennent à identifier les mesures de santé publique au communisme, qu'ils comprennent automatiquement comme un régime oppressif. Ils réclament donc la levée des mesures de distanciation sociale, acceptant dès lors de se sacrifier au nom de l'économie. Mais de l'économie de qui au juste? Bien sûr, les travailleurs participant à l'économie en bénéficient donc à leur tour. Le profit et la croissance profitent à tout le monde, non? C'est pour ça qu'il faut regagner à tout prix l'ordre normal des choses, le système qui précède la pandémie, nous dit-on. Mais de quoi ce système retourne-t-il exactement? Voici cet ordre des choses dont on nous dit qu'il est normal et désirable. Je lis.
En 2018, les 26 personnes les plus riches au monde possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité entière, soit 3,2 milliards de personnes. L'année précédente, la fortune des milliardaires a augmenté de 12%, 2,5 milliards par jour, tandis que les plus pauvres ont vu leur richesse diminuer de 11%, 5 millions par jour. Une concentration de richesse telle qu'une petite salle de classe pourrait facilement accueillir la vingtaine de personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Est-ce que ça se pourrait que la richesse des uns s'accumule sur le dos des autres? Un autre aspect de l'ordre naturel du monde, je lis. 820 millions de personnes dans le monde souffrent en permanence de la faim. À chaque 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. 1,86% de la population possède 57% des terres arables. Un tiers de toute la nourriture produite est gaspillée. Tout comme pour le patrimoine financier, la majorité des ressources alimentaires sont concentrées entre les mains de quelques personnes. C'est comme si le problème, somme toute, ne traduisait pas les lois irrévocables de la nature, mais une certaine modalité de gestion et de distribution des ressources. Loin de moi, cependant, l'idée de tracer ici un lien causal entre la fortune personnelle de stars hollywoodiennes et la famine meurtrière qui touche près d'1 personne sur 7 dans le monde. Seulement, il convient de s'étonner devant l'inégalité insondable qu'autorise l'ordre prétendument normal du monde. Certains disent qu'il y a d'autant plus de quoi s'étonner si l'on considère que cet ordre produit l'inégalité non pas comme un dommage collatéral, mais comme nécessité économique. Mais pourtant, n'avons-nous pas élaboré des lois visant à protéger la dignité humaine, lui assurant liberté, égalité? L'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU stipule à cet effet que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Le gouffre semble infranchissable entre les lois et les faits, entre la lettre et l'application. Les lois qu'on a érigées dans nos constitutions et nos déclarations universelles se révéleraient-elles n'être que des vœux pieux? La chose n'est pas nouvelle. Les inégalités ne cessent pas du moment qu'on les déclare injustes. Bien des années après la Déclaration des droits de l'homme, les enfants travaillaient dans les mines de charbon. Dans la capsule sur Rousseau et les Lumières, la même contradiction a été soulevée concernant les réfugiés de guerre et les enfants esclaves, dans la mesure où les droits de l'homme semblent les avoir oubliés eux aussi. J'ai suggéré alors que le problème, à défaut d'être conjuré par les droits de l'homme, coïncidait peut-être avec leur postulat. Pourquoi et en quel sens? Essentiellement pour 2 grandes raisons. La brève exposition de ces raisons nous permettra de nous acheminer vers le philosophe à l'étude aujourd'hui. La première est déjà soumise par Rousseau. Comme on l'a vu à la dernière capsule, celui-ci estime que l'invention de la propriété privée constitue le coup d'envoi de la société civile et par extension, le point de bascule de l'égalité naturelle vers l'inégalité conventionnelle. Je le cite de nouveau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Fin de citation. Pourquoi la propriété privée constitue-t-elle la source du mal? Parce que ceux qui possèdent plus auront tendance à exploiter ceux qui possèdent moins, non pas tant par pure méchanceté, mais pour conserver leur prospérité et éventuellement la renforcer. Or, les lois d'un bon contrat social ne devraient-elles pas au moins endiguer l'inégalité inhérente à la société civile? Autrement dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, grande victoire des Lumières, ne devrait-elle pas assurer la liberté et l'égalité de tous les hommes? Eh bien non, parce que les lois sont forgées pour protéger la propriété privée de ceux qui en ont. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme envisage la propriété comme un droit naturel de l'homme. De même pour l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. La tension irréductible entre égalité et propriété tient à ce qu'il y a toujours des individus qui possèdent plus que les autres. Ça implique que les lois les protègent plus que les autres. Mais il y a une autre raison pour laquelle les lois universelles qui se réclament de la dignité humaine, de la liberté et de l'égalité sont d'entrée de jeu incapables de traduire ces principes dans la réalité concrète. C'est que ces principes reposent sur une anthropologie philosophique purement abstraite. En effet, à quoi correspond l'homme qui est censé être le dépositaire de droits universels? On nous dit qu'il est un agent libre. Mais est-ce en vertu de sa liberté que l'homme s'autodétermine comme étant un agent libre?
Rousseau écrivait que les hommes naissent libres, mais qu'ils sont partout dans les fers. Pourquoi croyez-vous que la liberté naturelle de l'homme ne s'exprime pas dans le monde concret, tandis que les fers contraignent effectivement les hommes? Parce que la liberté est un idéal abstrait, alors que les chaînes sont quelque chose de bien concret, qui ont un poids réel dans le monde. Et en ce sens-là, à quel moment faisons-nous l'expérience de ce que sont vraiment la liberté, la dignité, l'égalité? Quand nous les perdons. De manière générale, les principes que l'on prête naturellement à l'homme sont donc théoriques, spéculatifs. Mais c'est pas tout. Qui est l'homme avec un grand H? L'homme annoncé avec un article indéfini. L'avez-vous déjà vu, cet homme? Bien sûr que non, il n'existe pas. Le souci avec un concept aussi désincarné et vague que l'homme, l'être humain, est qu'on peut y insérer le contenu que l'on souhaite y insérer. Ce faisant, il suffit de légitimer un ordre du monde avec des concepts qui transcendent le monde, comme celui d'être humain. Vous devinez alors que c'est chaque fois le pouvoir en place, le pouvoir de ceux qui dominent, qui s'identifie dans le concept vide d'être humain. Du point de vue des rois, ce sont eux les vrais représentants de l'humanité avec un grand H, pas le peuple. Du point de vue des catholiques, ce sont eux qui sont vraiment à l'image de Dieu, certainement pas les païens. Enfin, du point de vue des riches, ce sont eux les vrais ambassadeurs de la dignité humaine, pas les pauvres. Et pourquoi, pour revenir sur des exemples déjà évoqués, peut-on soumettre des populations en esclavage tout en défendant des principes d'égalité de l'homme? Eh bien, simplement parce que ceux que l'on soumet en esclavage ne sont pas tout à fait des hommes. Aux États-Unis, deux grands arguments se succèdent pour justifier l'esclavage des Noirs. Le premier est théologique. Dieu les aurait condamnés à servir l'homme blanc pour les tâches trop basses pour lui. Le second argument est scientifique, ou à vrai dire pseudo-scientifique. Les Noirs seraient naturellement plus obéissants que les Blancs. Ils seraient biologiquement serviles. Dans un cas comme dans l'autre, l'esclave ne jouit pas des droits universels de l'homme parce que l'identification au concept d'humanité lui est interdite. Mais par qui? Qui décide d'accorder des droits à une partie de la population et d'en refuser au reste? Eh bien, ceux qui détiennent le pouvoir. Avec Karl Marx, nous allons voir que ce pouvoir est précisément d'ordre économique. Nous allons en sonder les profondeurs pour dégager la conception marxienne de l'être humain. Comme chez Rousseau, le point de départ de la pensée de Marx réside dans l'évidence des inégalités sociales. C'est là le premier fait indubitable, la pierre de touche de la réalité. Les sociétés humaines sont déterminées par des inégalités matérielles, patrimoniales et juridiques. Concrètement, ça veut dire que nous n'avons pas tous le même niveau d'accès au logement, d'accès à l'éducation, d'accès à la culture et d'accès aux soins de santé, entre autres choses. Nous ne bénéficions pas tous du même niveau de sécurité et de confort. Tout dépend du contexte dans lequel on vient au monde et dans lequel on évolue. Tout dépend de la pure contingence. L'enfant qui fabrique nos chaussures de sport n'a pas choisi de naître dans un environnement qui allait inévitablement le conduire au travail à l'âge où il aurait dû rentrer à la maternelle. Un jeune adulte qui doit contracter des dettes massives pour étudier n'a pas choisi de naître dans un endroit où l'éducation est conçue comme un investissement personnel, c'est-à-dire comme un fardeau individuel. Dans la pensée de Marx, l'inégalité porte cela dit un autre nom, celui d'exploitation. Il ne s'agit pas seulement de constater que des inégalités existent et perdurent dans nos sociétés, ce qui est assez banal, mais d'appréhender le mouvement des inégalités à titre d'exploitation des uns par les autres. C'est pas une coïncidence, pour Marx, si les uns s'enrichissent tandis que les autres s'appauvrissent. Il y a une relation de cause à effet qui se trame. Laissons ça de côté pour l'instant. Aussi, et contrairement à Rousseau, Marx ne cherche pas l'être humain à travers le prisme d'un état de nature et il ne le définit pas par la liberté, par l'égalité ou la perfectibilité ou d'autres notions de la sorte. Non, Marx estime que jusqu'à présent, le discours philosophique a marché la tête en bas. Il importe, pour traiter efficacement du sort de l'être humain, et surtout pour le changer, de renverser la philosophie pour qu'elle marche enfin sur ses pieds, qu'elle s'ancre dans le sol concret de la vie humaine. La philosophie doit devenir radicale, c'est-à-dire concrète. Je cite le passage affiché à l'écran. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même. Au lieu de partir des idées pour prétendre ensuite parler du réel, le pari de Marx consiste à partir du réel
et à en dégager les idées qui maintiennent l'exploitation. Voici notre programme. Après avoir parlé de la vie de Karl Marx, nous allons immédiatement nous enquérir de sa définition de l'être humain. Aucun détour. Nous verrons que le travail constitue pour Marx le point de départ de son anthropologie philosophique. Encore faut-il saisir ce qu'il entend par là. En troisième lieu, nous définirons l'économie selon Marx et spécifiquement l'économie capitaliste. Quatrièmement, nous verrons ce qu'il arrive lorsque le travail du travailleur lui est aliéné, c'est-à-dire lui est rendu étranger. Il sera alors question du type d'exploitation qu'exerce le capitalisme sur les humains. Nous parlerons aussi du discours idéologique que le capitalisme produit pour maintenir les travailleurs dans leur chaîne avec leur consentement. Enfin, nous traiterons de la voie qu'envisage Marx pour sortir de l'exploitation capitaliste. Vous connaissez déjà la réponse, le communisme. Mais c'est pas si simple, bien entendu. Il s'agira de voir que pour Marx, le communisme n'est pas une plateforme politique, mais une nécessité historique. Nous terminerons donc avec l'étude de la théorie marxienne de l'histoire comme matérialisme dialectique, ce qui achèvera notre compréhension de l'être humain comme être déterminé par l'histoire. On peut décliner la vie de Marx en trois éléments: le travail philosophique, l'engagement social et la persécution politique. Karl Marx naît le 5 mai 1818 dans le royaume de Prusse dans une famille juive. Le royaume de Prusse désigne le territoire de l'Allemagne actuelle avant l'unification de l'Empire. C'est un État monarchique dont la religion officielle est le protestantisme. À l'université, le jeune Marx étudie le droit et la philosophie. Il se réapproprie les intuitions des matérialistes grecs, en particulier Démocrite et Épicure, auxquels il consacre sa thèse. Marx renonce à une carrière universitaire parce qu'il considère que l'institution est trop conservatrice. Il y a déjà un moment qu'il rédige, avec d'autres étudiants philosophes, des articles à tendance démocratique révolutionnaire. À défaut de devenir professeur, il devient journaliste et ses articles lui occasionnent des ennuis assez tôt. Persécuté par la censure, il s'installe à Paris pendant plusieurs années, où il fait la rencontre de personnages éminents, notamment le socialiste libertaire Proudhon, l'anarchiste révolutionnaire Bakounine, avec lesquels il entretiendra un rapport philosophique critique. Et surtout, il rencontre Friedrich Engels, qui devient son grand ami et son compagnon de travail. Cet ami l'encourage à étudier les grands économistes, notamment Adam Smith et David Ricardo, afin qu'il accorde sa pensée aux réalités du marché. Cette année-là, 1844, Marx lit tous les grands économistes et attelle sa philosophie aux rapports sociaux de son temps. Peu de temps après, toujours persécuté, mais cette fois par le gouvernement français, il s'exile à Londres avec Engels, sa femme et ses enfants. À l'époque, Londres représente l'épicentre de la révolution industrielle et du développement capitaliste. C'est le terrain d'étude parfait pour s'enquérir de la question ouvrière et du lien entre capital et exploitation. En 1848, il a alors 30 ans, Marx publie avec Engels le Manifeste du Parti communiste, dont l'ambition consiste à donner une forme cohérente et systématique aux revendications socialistes éparpillées un peu partout en Europe. Il s'agit de donner une direction claire à la lutte ouvrière et annoncer les conditions historiques de l'avènement prochain du communisme. On va bien sûr en reparler. Un événement majeur survient en France en 1871, la Commune de Paris. Au terme de la guerre franco-allemande de 1870, le gouvernement français accorde une partie du territoire aux vainqueurs, ainsi que des indemnités considérables. Mécontent de la décision du gouvernement, qu'il juge antidémocratique, le peuple de Paris prend les armes et force les politiciens à se réfugier à Versailles. Aussitôt après, l'extrême gauche l'emporte aux élections pour remplacer le gouvernement. La Commune de Paris est alors instituée. Qu'est-ce que ça implique? Les ouvriers s'emparent des machines et des usines et forment des coopératives de travail, les institutions deviennent laïques, l'école devient obligatoire et gratuite, les églises sont converties en lieux de débat et de discussion, entre autres choses. La Commune a seulement duré 72 jours, avant que les soldats de Versailles ne viennent regagner Paris par le sang. Néanmoins, la Commune de Paris représente pour Marx et Engels la première manifestation historique d'un gouvernement de travailleurs, constituant l'étape préliminaire de l'établissement du communisme. En 1867, Marx publie le premier volume du Capital, critique de l'économie politique, son œuvre majeure. Dans cet ouvrage, il entend démontrer les contradictions internes du capitalisme qui, inévitablement, selon lui, conduira ce système à être dépassé par l'avènement du communisme. Et enfin, Karl Marx meurt le 14 mars 1883 de la tuberculose. On est désormais un peu plus familier avec le personnage. Notre étude de la pensée de Marx sera concentrée sur l'approche de l'humanité
par l'économie. Nous verrons ce que signifie le terme économie et en quoi l'être humain s'y rapporte. La pensée de Marx est orientée vers un but: repérer la source de l'exploitation entre les hommes et poser les conditions de l'abolition de toute exploitation. Pour comprendre en quoi ce but n'équivaut pas chez Marx à un vœu pieux, il faudra comprendre le sens de l'exploitation qui pèse sur les rapports humains et comment, selon le philosophe, elle doit être résorbée dans une société sans classe sociale. Si, avec Rousseau, la liberté constituait la véritable clé de la libération humaine, c'est pas le cas pour Marx, qui estime que l'histoire humaine n'est pas une affaire de liberté, mais à l'inverse, une affaire de détermination. Si Rousseau est le défenseur de la liberté, Marx est quant à lui le défenseur du déterminisme. On a donc beaucoup de choses à développer. Commençons sans plus attendre avec la détermination marxienne de l'être humain par le travail. Pour remettre la philosophie sur pied, il faut donc se faire radical, prendre les choses par leurs racines. Il importe de partir du monde réel, des activités qui se déploient autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde autour de nous? Voyons-nous l'homme, l'être humain? Non, on voit des hommes, des êtres humains concrets en chair et en os. Et que font-ils, ces êtres humains concrets? Marx nous dit qu'ils travaillent. Approfondissons cette thèse. Je cite 2 passages. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Le premier acte historique de ces individus, par lequel ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Fin de citation. Voyez déjà comment on est loin de Descartes. Pour Marx, c'est pas la conscience, la pensée ou le je qui détermine l'être humain en propre, mais bien la production de ses besoins d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tous les animaux entretiennent des rapports complexes avec leur environnement, seuls les hommes travaillent le monde pour leur survie et leur épanouissement. La girafe trouve ses moyens de subsistance dans son habitat, quand tout se passe bien pour elle, alors que les humains doivent inévitablement transformer leur habitat, se transformant eux-mêmes en retour. En un mot, le rapport des hommes à l'endroit de la nature est d'emblée un rapport de dénaturalisation. Si certains animaux chassent et que d'autres emmagasinent des ressources, par exemple, les humains, quant à eux, doivent labourer la terre pour se nourrir. La conscience, le sentiment de liberté, l'âme, l'esprit, la raison, tout ça, ce ne sont que des constructions ultérieures et dérivées par rapport aux soucis de production qui gouvernent la relation des humains avec leur monde. C'est parce que les humains ont eu à produire leurs moyens d'existence que la conscience s'est développée, que le rapport des hommes au monde s'est complexifié. Or, la production des moyens d'existence n'équivaut pas à la simple fabrication intuitive d'artefacts, comme pour un oiseau qui aménage son nid avec divers matériaux. Pourquoi c'est pas la même chose? Pour 3 raisons. La première est la suivante: chez les hommes, toute production découle d'une idée. La différence entre l'activité laborieuse des hommes et l'activité des animaux gît dans le fait qu'avant d'exister matériellement et concrètement, une chaise, une recette ou un tableau existait virtuellement dans l'intention de son producteur. Produire, pour les humains, ça signifie mettre en œuvre une idée cultivée sous forme d'intention subjective. Avant de fabriquer une chaise, l'individu forme une idée préalable de cette chaise qu'il souhaite produire de ses mains. Les animaux non humains, aux yeux de Marx, agissent dans le registre de l'instinct, et non dans celui de la planification délibérée. La deuxième raison pour laquelle la production des hommes n'équivaut pas à la production des autres animaux est beaucoup plus déterminante. Non seulement les humains produisent des choses, mais ils produisent également leurs moyens de production, c'est-à-dire leurs outils. La production humaine se détermine donc par l'usage d'objets techniques qui vont du simple marteau à l'ordinateur le plus sophistiqué. Toujours est-il qu'une idée, si elle n'est pas réalisée, demeure une pure abstraction. Or, le processus par lequel l'idée parvient à sa matérialité concrète par le biais de moyens de production s'appelle justement le travail. On peut entendre le terme travail selon ces 2 acceptions communes. Le travail désigne autant l'activité du labeur que le produit qui résulte de cette activité. On dit « j'ai un travail » et on dit « j'ai fait mon travail ». Le travail est à la fois production et produit. Marx énonce la 3e différence spécifique du travail des hommes. Pour ceux-ci, le produit matériel qui résulte de la production s'avère déterminant historiquement.
Autrement dit, le travail inscrit les hommes dans l'histoire à travers les changements que leur travail induit dans leurs techniques, leurs moyens de production et leurs conditions matérielles. Comme chez Rousseau, les êtres humains sont pensés à travers leur participation dans l'histoire. Les crevettes, les renards, les corbeaux n'ont pas d'histoire. Ils ont un héritage génétique et évolutif, bien sûr, mais ils ne changent pas leur sort et leur monde au fil des générations comme le font les humains. Mais à la différence de Rousseau, le processus historique ne se manifeste pas prioritairement, pour Marx, dans la culture intellectuelle et politique d'un peuple, mais dans la transformation du monde par le travail et dans l'évolution des moyens de production. En ce sens, l'histoire ne s'aligne pas simplement sur le progrès technologique, mais plutôt sur le progrès des moyens de production. Pour Marx, ce qui est historiquement signifiant, c'est pas tant l'évolution d'un modèle de voiture entre les années 60 et les années 2000, mais l'évolution des techniques de production des voitures. Le fruit du travail dépend toujours des moyens de production qu'emploient les travailleurs. Pour le dire autrement, ce qui fait que notre rapport au monde aujourd'hui est complètement différent que celui qu'entretenaient nos ancêtres, c'est notamment le fait que nous avons tous dans nos poches un appareil qui nous permet d'accéder à l'intégralité des informations en circulation sur la planète. Dans le temps de nos grands-parents, avoir 1200 amis était absolument impensable. Avec Facebook, c'est possible, et c'est surtout normal. Nous développerons un peu plus tard le thème de l'histoire. Pour l'instant, contentons-nous de dire que Marx définit les hommes par le travail, qui lui-même définit en retour les hommes par l'histoire. Revenons sur nos pas et examinons de plus près le concept de travail élaboré par Marx. On a dit d'abord qu'à défaut de parler de l'homme, il sied de parler des hommes, c'est-à-dire des êtres vivants et agissants que l'on observe autour de nous. Ensuite, on a dit que la production de leurs moyens d'existence définit spécifiquement ces hommes. Cette production, Marx l'appelle sobrement « travail ». Voilà un terme avec lequel on est bien familier. Les humains sont donc les seuls animaux qui travaillent, comme nous l'avons mentionné. Très bien, mais on se demande aussitôt si le travail caractérise les êtres humains. Est-ce que ça revient à dire que les étudiants ne sont pas des humains, puisqu'ils ne reçoivent pas de salaire de leur activité? Est-ce que ça veut dire que les travailleurs à temps partiel sont des humains à temps partiel? Bien sûr que non, parce qu'il faut entendre le mot « travail » chez Marx en un sens beaucoup plus large que comme simple travail salarié. Il y a travail, pour Marx, dès qu'il y a une activité de production quelconque à l'aide d'outils. Un artisan qui transforme du bois et fabrique une table produit une chose qui n'existait pas avant qu'il l'ait produite. Un musicien qui compose une chanson produit quelque chose qui n'existait pas avant non plus. Or, le fait qu'une telle production soit récompensée par un salaire ou non n'a aucune importance du point de vue de ce qu'elle est vraiment, à savoir la transformation du monde par l'effort humain, c'est-à-dire du travail. Au terme de tout ça, qu'est-ce que le travail produit? Le travail produit de la valeur. Examinons ça de plus près. Dans tous les cas, lorsque les humains travaillent et produisent quelque chose, une table, une symphonie, un jardin, un service, etc., ils produisent de la valeur. Encore une fois, de même que tout travail n'est pas nécessairement travail salarié, de même que toute valeur n'est pas nécessairement valeur monétaire. La valeur ne s'identifie pas au symbole du dollar. Mais de manière générale, la valeur désigne ce qui compte, ce qui importe, ce qui vaut pour nous. Marx décline alors deux types de valeurs. D'après la valeur d'usage, le produit se définit par son utilité. Le produit est fait pour être consommé. Pensons à l'individu qui cultive son jardin pour en manger les produits. Son travail vaut en tant qu'il doit être consommé. Et d'après la valeur d'échange, le produit se définit par son prix. Le produit est fait pour être vendu. Pensons aux ouvriers qui embouteillent le Pepsi. Leur intention n'est aucunement de boire le produit final de leur production. Plutôt, leur intention consiste à toucher un salaire pour le temps de force de travail fourni. Une fois qu'ils ont mené à terme la production de caisses de Pepsi, les ouvriers ne s'intéressent aucunement au sort réservé pour chaque bouteille réalisée. De même pour le propriétaire de l'usine, il se fiche complètement de ce que le consommateur va faire avec son Pepsi une fois qu'il l'a acheté. Il peut bien le vider dans l'évier, ça change absolument rien au fait que le produit a accompli sa vocation de valeur d'échange quand le consommateur l'a acheté. Ce qui distingue la valeur d'usage de la valeur d'échange, c'est donc l'intention qui préside à la production du travail. Le fruit du travail est-il destiné à être consommé ou à être échangé? Voilà la question directrice à cet effet.
Marx fait remarquer que depuis l'avènement de la révolution industrielle, le travail a majoritairement pour fin la production de la valeur d'échange. Le but de toute production est l'argent. Le produit n'est qu'un moyen et non une fin. Cela nous amène à traiter du capitalisme. Cette image du photographe Andreas Gursky vous donne-t-elle le vertige? Elle illustre bien en tout cas ce qui circule de part et d'autre de la production, de la valeur d'échange, c'est-à-dire de la marchandise. Faites le tour de n'importe quelle épicerie ou de n'importe quel magasin, que ce soit Dollarama ou une boutique de sac à main de luxe, vous allez constater qu'aucun produit n'est fait pour être consommé, mais pour être acheté. C'est pas là une critique du marché, mais une observation relativement à son fonctionnement interne. Il est animé par la valeur d'échange. À ce stade, on a rassemblé les éléments nécessaires pour définir l'économie selon Marx. Il s'agit d'une définition cruciale, parce que Marx pense l'humanité à partir de l'économie. Ainsi, dans le monde du travail, où des individus produisent de la valeur, l'économie correspond au rapport de production. Comme vous l'avez constaté, le travail n'est pas fixe, il désigne un processus. L'économie ne nomme donc pas quelque chose de fixe non plus, elle nomme un ensemble de relations, des rapports. L'activité économique des hommes met en rapport des moyens de production, une force de travail et de la valeur. On comprend par là que l'économie, au sein de la pensée de Marx, ne se réduit pas à un champ des sciences humaines ou à une profession. L'économie n'est pas l'affaire des économistes qui parlent devant des graphiques et des flèches aux nouvelles. L'économie est le mode d'existence des êtres humains. Il importe aussi de préciser que l'économie ne se réduit pas au capitalisme. Le capitalisme est une modalité parmi d'autres du rapport de production. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les défenseurs du capitalisme et du statu quo ont tout intérêt à identifier capitalisme et économie pour au moins deux raisons. D'abord, pour ne jamais avoir à prononcer le mot capitalisme, mais dire à sa place économie. Ensuite, pour asséner le faux dilemme suivant lorsqu'une critique du capitalisme survient. Oui, mais on va quand même pas détruire l'économie. Remarquez alors que les capitalistes n'emploient jamais le mot capitalisme parce que le isme laisse entendre qu'il s'agit d'une idée, d'une option parmi d'autres, et qu'il s'agit surtout d'une construction humaine. Nous verrons un peu plus tard que le propre de la mystification capitaliste consiste à faire croire que le capitalisme coïncide avec l'ordre naturel du monde. Or, Marx nous rappelle que le capitalisme est une invention extrêmement récente à l'échelle de l'histoire humaine. On va y revenir. L'éléphant dans la pièce a été nommé, il convient maintenant de le définir. Qu'est-ce que le capitalisme dans le cadre de la pensée de Marx? Le capitalisme, en gros, c'est le processus de mise en valeur du capital. Vous imaginez que la valeur dont il est question correspond à la valeur d'échange, et non à la valeur d'usage. Si le capitalisme se veut un processus de valorisation du capital, qu'est-ce alors que le capital? Le capital, c'est pas l'argent. Le capital désigne l'ensemble des moyens de production qui permettent d'accroître la valeur d'échange de la marchandise. Autrement dit, le capital correspond aux outils, aux techniques, aux machines, aux infrastructures, dont la mise en œuvre par le travail augmente le prix du produit. Dans une usine d'embouteillage de Pepsi, le capital, c'est l'édifice, les machines, les camions, les bouteilles. Comment la machine qui embouteille le Pepsi, opérée par des travailleurs à la chaîne, produit-elle plus de valeur? En produisant plus rapidement et plus massivement que ne le pourrait jamais un artisan dans son atelier, la machine réduit remarquablement les coûts de production pour chaque marchandise produite. Qu'est-ce qui a permis à Henry Ford d'imposer la voiture sur le marché à titre de marchandise accessible? C'est l'industrialisation, c'est-à-dire la mise à disposition des travailleurs au rang des machines de production. En produisant 1000 fois plus avec l'industrie qu'avec l'artisanat, on peut vendre plus de marchandises à un prix plus concurrentiel et selon un coût de production qui promet un retour sur investissement massif. Or, ces machines, en tant que capital, appartiennent aux capitalistes, et non aux travailleurs qui les opèrent. Le capital, étymologiquement, désigne la tête, capita, comme dans décapitation. Le terme renvoie au nombre de têtes de bétail que pouvait compter l'agriculteur dans son champ. Plus il compte de têtes, plus son activité est rentable. La différence abyssale entre l'agriculteur de jadis et l'industriel d'aujourd'hui est que le premier produit de la valeur d'usage et le second de la valeur d'échange. Celui-ci consomme le fruit de son travail, l'autre le vend. Il faut comprendre maintenant comment le capitaliste s'enrichit. Les machines coûtent extrêmement cher, ainsi que le personnel,
Comment se profile le retour sur investissement d'une telle activité? Marx explicite ça dans sa théorie de la survaleur. On approche d'une définition complète du capitalisme, une des dernières pièces du casse-tête est le profit. Comment le travail s'accumule-t-il et, corrélativement, comment le capitaliste s'enrichit-il? Le capitaliste achète l'infrastructure, les machines, les outils, mais aussi la force de travail, c'est-à-dire qu'il engage des travailleurs. Sur une base contractuelle, le capitaliste engage le travailleur pour qu'il embouteille du Pepsi pendant 8 heures chaque jour durant la semaine de travail. Ce faisant, le travailleur produit de la valeur d'échange à l'aide des moyens de production. Marx explique alors que l'investisseur, c'est-à-dire le capitaliste, dépense son argent dans une matière pour que celle-ci soit transformée et revendue pour de l'argent. Bien entendu, le pari est qu'il pourra vendre cette matière, alors transformée en marchandise, pour plus d'argent que ce qu'il a dépensé au départ. Ce retour sur investissement s'appelle le profit. Mais comment la valeur d'échange de la matière augmente-t-elle? Par deux interventions, celle des moyens de production et celle du travail accompli par le travailleur. Si au départ, le capitaliste achète des infrastructures, des machines, du textile et de la teinture, ce sont les travailleurs qui, à l'aide de ces infrastructures, prennent le textile et la teinture pour fabriquer des t-shirts. La matière de départ est transformée en marchandise que le capitaliste vend. Le prix de la vente doit couvrir le salaire des travailleurs, l'investissement des infrastructures et l'achat de la matière initiale. Le principe est assez simple. Le capitaliste doit vendre sa marchandise plus cher que ce qui lui en coûte de la produire. Or, il ne peut pas simplement gonfler le prix de sa marchandise parce que ses compétiteurs marchands, qui proposeraient quant à eux un prix plus avantageux pour le consommateur, le délogeraient aussitôt du marché. Là où le capitaliste peut tirer son épingle du jeu, c'est auprès du salaire qu'il verse aux travailleurs. De manière générale, jamais un employeur ne verserait à son employé un salaire supérieur à ce que le travail de l'employé rapporte. Une telle gestion l'engagerait directement vers la faillite. Plutôt, voici comment ça se produit selon l'analyse de Marx. Le capitaliste verse un salaire de 20 $ par jour aux travailleurs, par exemple. Supposons alors qu'avec les moyens de production, le travailleur produit un t-shirt dont la valeur d'échange correspond à 5 $ à toutes les heures. Au bout d'une journée de 8 heures, il produit 8 t-shirts qui rapportent éventuellement 40 $ au capitaliste. Ce processus prend donc 4 heures au travailleur pour que celui-ci produise la valeur d'échange coïncidente à son salaire quotidien, soit 20 $. Or, ce sont dans les 4 heures suivantes que le capitaliste retire un profit du travail de son employé. À partir du moment où l'employé fournit un travail dont la valeur d'échange dépasse son salaire, il travaille alors gratuitement pour le capitaliste. Si le capitaliste est moindrement malin, ce qu'il veut faire, c'est optimiser le rapport entre le temps de production de la marchandise et le salaire de son employé. Il s'agit, en gros, de payer son employé au minimum possible pour convertir la plus grande partie de sa force de travail en survaleur. Le capitaliste va alors augmenter le niveau de productivité. Si l'employé est encore payé 20 $ par jour, mais qu'il parvient, en vertu de l'amélioration des moyens de production, à produire pour 60 $ quotidiennement, alors la survaleur est maintenant de 40 $. L'arnaque, du point de vue du travailleur, est que jamais son salaire n'augmente à la même proportion que sa productivité. Même si son salaire augmente à 28 $ par jour, toujours est-il que le capitaliste empoche 32 $ de survaleur et donc profite du travail gratuit de l'ouvrier. Et si le capitaliste est très malin, il va délocaliser sa production dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est moindre. S'il peut payer son ouvrier 10 $ par jour au lieu de 28, il fait alors 50 $ de survaleur. Ce qui assure au capitaliste un niveau de productivité optimal, c'est son capital, à savoir ses moyens de production. Son seul souhait consiste alors à accroître son capital, c'est-à-dire la productivité de son entreprise. Mettons-nous un instant à la place des ouvriers au début de la révolution industrielle. On constate qu'on peut, grâce à des moyens de production de plus en plus sophistiqués, produire la même quantité de marchandises qu'auparavant en 10 fois moins de temps. On déduit alors « Super, on va pouvoir travailler 10 fois moins !» Eh bien non, pas du tout. La révolution industrielle a enlisé les travailleurs dans une accélération aveugle. Si on est un travailleur, on se dit alors « Bon, ok, je produis plus et travaille autant, mais au moins je touche un salaire conséquent. » Eh bien non plus. Le capitaliste doit toujours toucher une survaleur croissante. Le graphique à l'écran affiche le gouffre entre l'accroissement de la productivité et l'accroissement des salaires aux États-Unis.
Entre 1979 et 2018, la productivité a augmenté de 70%, tandis que les salaires ont augmenté de 11,6%. Où est allée la différence, selon vous? Entre-temps, inutile de vous dire que le coût de la vie a augmenté aussi. Terminons sur une définition du capitalisme dans l'esprit de l'analyse de Marx. Le capitalisme, c'est un système dans lequel toutes les institutions et tous les moyens de production visent à augmenter le capital de ceux qui possèdent le capital. Dans la prochaine capsule, on va voir que les rapports de production, à défaut de se déployer à l'échelle individuelle, se déploient toujours à l'échelle sociale. L'économie, comme rapport, conditionne les sociétés humaines. Qu'en est-il de notre société capitaliste? Nous verrons que pour Marx, la société capitaliste se divise en deux classes sociales dont l'une est exploitée par l'autre. On va voir aussi que cette exploitation doit historiquement prendre fin avec le dépassement du capitalisme et l'abolition conséquente des classes sociales. Merci d'avoir été là, à bientôt.